Écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue à l'événement Techit et à cette table ronde. Euh, ouais, comme ça, c'est bon là? Ok, voilà, faut bien coller le micro du coup, je pense. Du coup, oui, bienvenue à cette table ronde. Donc, avant de commencer la table ronde, je vais vous, comment dire, présenter, comment dire, Techit. Donc, parce que Techit, on organise des événements. Mais souvent, on pense qu'il n'y a que des événements, mais il y a aussi une plateforme derrière, une plateforme digitale. Donc, on a un réseau social spécialisé dans le secteur de la tech, avant tout. Et donc, sur cette plateforme, vous pouvez trouver des actualités, des offres d'emploi et du coup, toute une communauté avec qui vous pouvez discuter, donner des conseils, etc., etc. Et vous pouvez également retrouver tous les événements qu'on organise partout en France, en tout cas dans les grandes métropoles, en Belgique et également au Luxembourg. Voilà pour le petit rappel. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la table ronde. Donc, le thème de la table ronde, si je me souviens bien, c'était intelligence artificielle et développement durable. Un mariage impossible ou le mariage est-il possible? Je ne sais plus exactement. Mais du coup, ouais, on va parler de ces deux grands thèmes qui sont deux thèmes, je pense, capitaux au XXIe siècle. Et on va voir en fait si les deux peuvent marcher correctement ensemble, tout simplement. Et pour ce faire, j'ai avec moi trois super intervenants que je vais laisser d'ailleurs se présenter. Donc, Ewan, tu peux y aller. Bien sûr. Donc bonsoir, je me présente Ewen. Moi je suis product manager dans une startup qui s'appelle Monk. Je suis le collègue de Jean qui est juste ici. Ce que Monk fait, c'est du traitement d'image pour détecter les dégâts sur des voitures. Donc le produit qu'on vend et tout notre business, c'est des modèles d'IA. Voilà. Et donc bonsoir, moi c'est Anthony Hiver, donc je suis CTO du PMU et donc je travaille sur différents types d'activités, notamment la partie prise de paris en ligne et du moins tout l'univers du gaming du PMU, donc le sport, le poker et le jeu hippique. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien le PMU, je pourrais rentrer dans le détail un petit peu après. En tout cas, voilà, moi je m'occupe de toute la partie innovation également, donc toute la verticale LLM, IA générative, entre autres. Et Jean, enchanté. Donc moi je travaille avec Ewen plus sur la partie data, donc PM également sur la partie data et on est un peu du coup binôme, lui plus sur les... On n'entend pas vous? Je pense qu'il faut que tu rapproches le micro. Moi, je prends bien Pardon, rapprocher notre. donc Jean PM chez Monk avec Ewen, mais plus focus sur la partie data et lui sur la partie R&D, donc binôme sur ces sujets-là. Écoutez, merci messieurs. Donc juste pour un petit rappel aussi, donc la table ronde, ça va être 30 à 40 minutes d'échange entre les intervenants et après il y aura un petit espace pour les questions. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Il y aura 10-15 minutes aussi pour les questions-réponses. Et après, la soirée continue jusqu'à 21h. Voilà. Et bien écoutez, on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, je vous propose de donner du coup une petite définition personnelle de l'intelligence artificielle. Donc, Ewen, si tu veux commencer, vas-y. Ok, c'est une question intéressante parce que l'intelligence artificielle est pas aussi récente, est beaucoup plus vieille que ce qu'on pense, que le deep learning et les réseaux neurones qui sont apparus plus récemment. C'est vraiment tout un domaine de la statistique et même il y a des aspects des mathématiques qui étaient beaucoup plus basés sur des simples règles. Les jeux vidéo de l'époque, les premiers logiciels informatiques, en fait, l'IA et je pense qu'on peut le voir comme ça, des composantes qui automatisent les tâches, globalement. Des systèmes de décision, d'aide à la décision, qui aujourd'hui prennent une forme très très impressionnante, mais qui ont une histoire assez longue. Et du coup en mettant ça en opposition avec du coup le développement durable, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur de l'automatisation de processus et on met ça face à des enjeux sociaux, des enjeux écologiques et ça fait assez le buzz en ce moment avec des questions sur la perte d'emploi avec des modèles aujourd'hui qui sont capables de faire du code, qui étaient des choses entre guillemets très, très niches. Et ça pose plein de questions sociales sur est-ce qu'il y a des emplois qui vont être remplacés, également des questions sur tous les trainings et l'utilisation de la donnée qui sont assez coûteux en énergie. Et donc c'est ce qu'on va essayer de traiter ce soir. Et si je complète peut-être en un petit mot, si je résume, moi d'ailleurs j'amène mon anti-sèche que je dis tout le temps. On essaie toujours de donner la définition que l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un ensemble de techniques essayant de simuler l'intelligence humaine. Donc effectivement, quand on part de ce postulat-là, on retrouve deux
principales familles d'intelligence artificielle. Donc finalement, ce que tu as évoqué sur l'intelligence prédictive, finalement, qui correspond à l'aspect collecte de données et anticipation d'un événement futur. Et puis l'IA générative qui là correspond à de la création de données à partir d'un dataset. C'est là où finalement il y a un peu plus de tendance ces derniers mois, années, autour de cette nouvelle famille de création d'informations. C'est vrai, c'est très intéressant comme distinction l'aspect génératif et l'aspect prédictif. Surtout l'aspect génératif est vraiment très jeune. Lui, pour le coup, je pense que les trucs qui fonctionnent à peu près bien, c'est 2018-2019, quoi. Bah, l'aspect génératif, c'est aussi ce qui a donné un petit peu la popularité de l'IA auprès du grand public. En tout cas, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, et c'est ce que tu as fait, de différencier IA générative et IA, parce que l'IA, on en parle en fait finalement depuis des décennies, alors que l'IA générative, j'avais peut-être moins de 5 ans, quoi. Donc c'est important de le différencier. Et du coup, avec ça, pour remettre aussi la comparaison IA et développement durable, finalement, donc on voit qu'il y a beaucoup d'IA générative et que la demande va se faire de plus en plus, donc ça va, je pense, amener plus de pollution. Qu'est-ce qui pollue le plus dans l'IA aujourd'hui ? Je peux prendre. Alors, il me semble, on peut faire des calculs de coin de table, hein, mais il me semble que, bon, déjà quand on parle d'IA, il faut différencier. Il y a vraiment quand on parle d'IA, on va parler de modèles d'IA. Donc, un modèle d'IA, c'est des données d'entraînement, un processus d'entraînement, et évidemment des équipes géniales qui posent dessus et tout ce qui entoure ça. Mais donc, il y a vraiment cette question de flux de données qui se mesure avec des unités de calcul d'octets, de taille de fichiers. Et il y a l'utilisation des métaux pour construire des métaux et des métaux rares, pour construire les ordinateurs qui vont entraîner les modèles, et l'électricité qui va les alimenter. Je trouve que c'est bien d'avoir des petits ordres de grandeur en tête. Donc chez Monk, par exemple, nous, on est une boîte de moyenne taille, rachetée par une boîte aux États-Unis. Bon, là, on est quand même sur des gros volumes, et en fait, ce qu'on vend, nous, c'est vraiment les prédictions de nos modèles d'IA. Donc on est sur des modèles d'IA, c'est notre produit. C'est ce qu'on vend avec beaucoup d'utilisateurs. Donc on peut considérer quand même qu'on est pas sur des modèles comme ce qui fait tourner le ChatGPT, mais quand même pas mal. Et ces modèles-là, par exemple, un gros modèle chez nous, c'est ce qui prend une semaine et demie à être entraîné sur des GPU A100. Pour ceux qui ne connaissent pas, les GPU A100, c'est parmi les plus grosses cartes graphiques au monde. Et les plus gros laboratoires d'IA en ont 10 000 et 20 000. Aujourd'hui, à prendre une semaine et demie pour entraîner un modèle d'IA, c'est déjà entraîner un très gros modèle d'IA par rapport aux standards de l'industrie d'aujourd'hui. Mais je sais que vous faites des travaux sur la vidéo chez PMU, donc peut-être que les ordres de grandeur sont comparables ou différents. Non, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. D'ailleurs, c'est environ une semaine et demie d'entraînement, voire un peu plus court sur des datasets un peu plus petits, si on veut vraiment travailler aussi en mode délivré continu. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un modèle qu'on va mettre en production et prouver vraiment auprès de clients finaux, bon là, on fait un entraînement un peu plus costaud, mais au quotidien, finalement, déjà en 7-8 heures d'entraînement, on peut arriver à faire des choses qui sont assez intéressantes en termes de démonstration. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est finalement, il y a l'aspect énergie, etc. Finalement, donc on parle plus d'empreinte carbone de l'IA plutôt que du reste. Et c'est là où il est important aussi de rapporter un rationnel économique, voire même social en face. C'est-à-dire que sans ces modèles, finalement, combien d'activités ou de dépenses énergétiques on aurait pour compenser cette prédiction qu'on n'aurait pas. Et donc finalement, une prédiction, ça permet d'empêcher un événement. Et donc si l'événement s'était produit, quelle aurait été la dépense associée aux dépenses énergétiques ou le constat qu'on aurait eu sans cette prédiction. Donc là, c'est extrêmement important de mettre en balance. C'est facile, c'est toute la nature de l'informatique. Finalement, il y a énormément d'études autour de l'empreinte carbone. Finalement, l'informatique, ça génère énormément d'empreinte carbone. Oui, mais c'est 100 fois moins que si on ne l'avait pas eu. Donc pour l'IA, le rationnel est plus faible, puisque évidemment, il y a beaucoup plus de calculs. En revanche, ce qui a apporté peut-être un peu plus de buzz ou un peu plus de buzzword, de bad buzz autour de cette consommation, c'est plutôt l'IA générative qui est là finalement, IA générative populaire et connue. Là, pour le coup, effectivement, tu as parlé de ChatGPT, où là, il faut plusieurs mois d'entraînement sur des datasets de données absolument considérables pour avoir un taux d'hallucination un peu plus faible. Là, finalement, c'est un peu plus problématique, puisque comme son nom l'indique, l'IA générative, donc de type général, c'est un principe on veut avoir un modèle d'IA qui répond à 100% des cas possibles qu'on lui demande. Ça paraît super sur le papier, sauf qu'en fait c'est absolument abominable en termes
d'usage et d'utilisation, puisque il n'y a rien de pire qu'avoir une IA qui sait tout faire, puisque finalement, on a un entraînement, comme je le disais, absolument considérable. Donc, on voit d'ailleurs des nouveaux patterns, des nouveaux principes, enfin pas des patterns d'architecture, mais des patterns de mise en place de modèles avec des tout petits modèles très spécifiques. On a Phi 3 par exemple de Microsoft qui est plus fait pour un usage du quotidien sur un mobile. On a effectivement, nous, plutôt développé des modèles autour de la computer vision sur des datasets de chevaux pour vraiment reconnaître un cheval durant une course hippique. Donc là, on a quelque chose de très spécifique, très adapté, très petit non, mais plus petit qu'un modèle général. Donc finalement, l'approche un peu RSE associée à cette IA, c'est vraiment de réfléchir au bon modèle, dans le bon parcours, pour le bon client, le bon consommateur. Donc là, ça peut avoir un impact par contre sur le modèle de delivery. Enfin, il y a pas mal de développeurs sans doute dans la salle, enfin, ou pas, mais en tout cas j'espère. Sinon, je vous ai tous perdus, mais c'est vraiment de se dire, je vais multiplier les modèles d'IA, donc je vais tous les maintenir, je vais devoir tous les faire évoluer, je vais devoir tous les faire entraîner. En revanche, c'est absolument nécessaire si on veut maîtriser sa consommation énergétique. Évidemment, c'est pas juste altruiste, c'est aussi la consommation CPU derrière. Et donc, si on est sur des cloud providers ou même si on est en interne, enfin on-premise, ce qui est un vrai retour de l'on-premise d'ailleurs, on va vouloir diminuer ses coûts de maintien et ses coûts d'entraînement. Donc, la réflexion, elle est vraiment au niveau global entreprise. C'est comme d'habitude, j'ai un besoin, il est pour qui, il est pour faire quoi, je vais le déployer comment, le maintenir comment, et après on construit un modèle qui est plutôt adapté. Mettre ChatGPT, Anthropic, Claude, Mistral partout, ça va probablement marcher, mais jusqu'à quand, avec un niveau de qualité peut-être pas certain. Dans tous les cas, ça va avoir un impact plutôt négatif sur la consommation. J'ai fait une longue phrase, désolé. Ah oui, Presque un monologue. Et je voulais revenir sur le point où tu parlais des prises en mois d'entraînement. Exactement, et en fait, c'est des choses qui se mesurent. Un GPU, au final, c'est une machine qui chauffe et qui fait des calculs. Ça consomme quoi? Un gros GPU, c'est 400 watts, 500 watts à peu près. Je pense que peut-être ça peut monter un peu plus haut, mais c'est l'ordre de grandeur des GPU très performants. Ce qui veut dire que pour un entraînement de GPT, on est sur des dizaines de milliers de GPU qui tournent pendant des mois à ce niveau de wattage-là. Donc en fait, on peut déjà avoir un ordre de grandeur du coût en énergie d'un entraînement d'un modèle d'IA. C'est beaucoup. C'est pas lunaire, mais c'est beaucoup. Il y a aussi les coûts d'inférence. En fait, quand le modèle IA est entraîné, là, il tourne. Et ça pour le coup, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus grand. On parle de chambres froides installées avec des milliers de cartes graphiques qui tournent en continu pour qu'on puisse demander à ChatGPT une recette de course ou quoi faire avec la nourriture dans le frigo, quoi. Je complète juste avec un chiffre, c'est vrai que, et après, pardon, je te laisse la parole, mais je suis très bavard. C'est vrai qu'on compare, enfin, je ne sais pas si on le sait, le chiffre d'ailleurs ne sera pas exact, mais c'est l'ordre de grandeur. Une recherche Google était déjà consommatrice en termes de, enfin, il y a toujours eu un chiffre qui disait c'est l'équivalent de chauffer une tasse de café. Une requête, cette même requête sur ChatGPT ou autre d'ailleurs, modèle d'IA général, est quasiment 10 ou 50 fois plus consommatrice, puisqu'effectivement la recherche et la nécessité de construire l'information est beaucoup plus importante. En vrai, dans 90% des cas, la recherche Google est donc suffisante en lisant les 3 premiers liens. Donc c'est effectivement le côté pratique, c'est super, mais c'est aussi se poser la question de l'impact de mon usage au quotidien d'un truc que je pourrais trouver par ailleurs et qui est moins consommateur aussi. Donc il faut aussi savoir quel est son impact quotidien sur son travail, voilà, et l'utilisation de l'IA générative classique. Et peut-être du coup pour compléter, moi je crois beaucoup, je sais pas si on entend bien. En fait, il faut vraiment que tu le colles comme ça. Ouais. Ok. Moi je crois beaucoup en fait au capitalisme. Je dis pas que j'aime le capitalisme, mais je crois beaucoup en fait à l'aspect capitalistique des entreprises et ils vont toujours aller chercher ce qui leur coûte le moins cher ou ce qui est le plus efficace. Donc on va aller de plus en plus vers des modèles qui vont être plus efficients, peut-être plus petits, ce qui va leur coûter moins cher pour éventuellement faire grandir leur marge. Bon, désolé, ça fait un peu méchante entreprise, mais je pense que le sens de l'histoire va un peu vers là où si on fait une analogie, quand on regarde les ordinateurs dans les années 50, 60, ils prenaient des salles entières pour une RAM ridicule, on va essayer d'avoir des modèles de plus en plus performants, de plus en plus efficaces, que ce soit pour l'utilisateur final. Et je pense peut-être pour aller sur la partie plus sociétale, ce qui fait peur avec les LLM, c'est que ça s'attaque à plein de types de métiers, du droit, de la communication, du marketing et du code. Du code aussi. Et je trouve que je pense que le deuxième point sur l'aspect RSE, c'est le fait que réellement on a beaucoup de modèles d'IA qui pop, mais il y a toujours une intervention humaine.
Et donc finalement, il n'y a pas de réel risque. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez PMU, mais il n'y a pas d'IA qui est encore autonome et qui est prête à remplacer des ETP, dans la mesure où il faut toujours qu'il y ait une personne qui intervienne. Et nous, c'est ce qu'on voit, on fait de l'aide à la décision, mais en aucun cas, on a de modèles qui remplacent un métier existant ou une personne existante à temps plein. Ce qui est sûr, c'est que l'IA générative, par défaut, on lui pose une question, elle va répondre. Donc, le pattern de Human in the Loop, là, ce qu'on voit un peu, ce qu'on entend un peu partout, il est vital parce que autant une IA plutôt prédictive, bon là, il n'y a pas tant de sujets, si elle ne sait pas, elle ne répondra pas, en tout cas, elle ne prédira rien. L'IA générative, c'est tout l'inverse. C'est je pose une question, j'aurai une réponse. Donc, si effectivement, on ne sait pas, on n'a pas déjà une idée, au sens une idée du résultat qu'on va vouloir obtenir, donc je reviens au big case et qu'est-ce qu'on veut obtenir, ça ne sert à rien d'utiliser les génératifs. De toute façon, on ne saura jamais valider le résultat obtenu. Donc, l'approche Human in the Loop, toujours pour contrôler, vérifier, c'est vraiment une aide à la productivité, si on veut. Ou alors, nous, ce qu'on vit pas mal au PMU, c'est plutôt des choses qu'on ne faisait pas avant ou mal. Typiquement, les tests automatisés, je sais pas, dans des circuits de développement, un peu d'AIOps, etc. C'est des choses qui sont toujours en difficulté, qu'on ne prend jamais le temps de faire correctement, de faire évoluer. Là, c'est des choses qui sont vraiment sur aucun gain de productivité à la fin, puisqu'on n'a pas supprimé des gens comme ça, ils n'ont pas disparu. En revanche, on fait des choses en plus qu'on aurait dû faire, mais qu'on ne faisait pas par manque d'efficience. Donc ça, c'est un truc avec des modèles d'IA spécifiques aujourd'hui pour la génération de tests, sur du code très particulier. Donc ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel on croit beaucoup. C'est encore une fois le bon modèle au bon endroit. D'ailleurs, on voit que le marché se segmente. Anthropic, ils ont déjà fait leur choix. C'est plutôt des modèles peu énergivores, un peu plus restreints, un peu plus légers. Là où effectivement, OpenAI fait le contraire, des modèles très gros, très généralistes, qui répondent à tout. En plus, on rajoute la notion d'agents là-dedans qui font des requêtes de requêtes de requêtes de requêtes. Donc là, ça y est, on a bouffé le truc. Donc c'est vraiment une aide au quotidien. Et nous, c'est vrai qu'on l'utilise énormément dans tout le circuit de développement, de la phase de conception, pour ceux qui font un peu d'agile, d'une user story, d'une feature, jusqu'à un peu d'aide aussi dans le développement. Et puis l'aspect recette, AIOps pas encore, mais c'est quelque chose qu'on va également adresser très prochainement, par exemple. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean? Ouais, quand LLM, de manière générale, je trouve que c'est plus un accélérateur. Je pense qu'on peut comparer ça à l'arrivée d'Internet, où on a accès à une information qui est synthétisée et qui est disponible en l'espace de quelques secondes. Et je pense que c'est plus une opportunité pour des personnes de monter en compétences, de faire des tâches plus rapidement, que l'occasion de les faire disparaître. Parce que je pense qu'il y a toujours la question du pourquoi, la direction et la vision de ce qu'on a envie de faire en entreprise ou d'un point de vue personnel. Et je pense que c'est seulement un outil qui, de manière générale, en fait, est à voir de la manière dont on l'utilise et l'éthique qu'on a par rapport à l'outil qui est lié de manière générale. Moi, je voulais juste revenir sur deux choses que Anthony et Jean, vous étiez en train de dire. C'est donc le modèle capitaliste où forcément les entreprises vont plus se tourner vers les choses qui marchent. Et on l'a vu, comme tu le disais, où il y a un nombre quand même assez exponentiel de nouvelles IA génératives. Et je pense que ça va encore continuer. Et donc, on sait que c'est quelque chose qui pollue forcément, on l'a vu avec tout ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à l'IA générative avec l'open source, ou ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté pour en tout cas l'environnement et tout ce qu'on entend par environnement en tout cas? Je pense que la question elle est posée étrangement. Ouais. On a dit que l'IA pollue, oui et non. Enfin, je veux dire, on prend des flottes de paquebots depuis 30 ans. Enfin, c'est comme des choses qui sont à mettre en perspective et remplacer l'IA générative par l'open source. Ça, c'est une question intéressante. Je pense qu'elle peut être reformulée par est-ce qu'on a tous besoin d'IA générative dans nos usages au quotidien et qu'est-ce que l'open source peut proposer en opposition à ça. Aujourd'hui, par exemple, on a des grands modèles généralistes. Il y a des entreprises, une française, Cocorico, on la connaît tous très bien, Mistral AI. Et pour ceux qui la connaissent pas, c'est le pendant français. Enfin, c'est le pendant français. C'est des anciens gens qui ont travaillé sur les premiers modèles génératifs de texte comme GPT, qui sont très performants, qui travaillaient chez Facebook AI, donc le laboratoire à Paris d'ailleurs. Pour certains d'entre eux qui ont monté leur propre boîte qui s'appelle Mistral, qui a pour vocation d'apporter, si on devait résumer la mission en un one-liner, la mission, c'est la gouvernance en IA à l'Europe, en gros. Voilà. C'est le contender européen pour faire des modèles génératifs.
Et en fait, eux, ils open source tout leur travail. Donc, enfin, pas entièrement, mais donc, on connaît pas tous les détails des trainings et toutes les astuces et toute la recette magique du cuisinier. Mais par contre, on a accès au modèle en open source et en fait, du coup, les gens s'en saisissent et font ce qu'ils veulent avec. Ils font des modèles spécialistes plus petits. Ils résolvent des problématiques qui sont nouvelles. Si aujourd'hui on veut avoir des technologies embarquées, par exemple, qu'on veut plus avoir tout le temps recours à un cloud, en fait, il faut utiliser des familles de modèles open source beaucoup plus petites sur lesquelles on peut avoir les mains et beaucoup expérimenter. Et peut-être que, au fait, finalement, on va se retrouver avec un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, sur les modèles prédictifs qui seront spécialisés. Peut-être des modèles génératifs spécialisés pour des tâches spécifiques, mais beaucoup plus petits, que d'avoir le grand sage ChatGPT et ses millions de paramètres, milliards, pardon, même plus probablement. Et pour revenir sur la question sur vraiment IA, développement durable, et je pense qu'il y a un calcul qui peut être fait, c'est le calcul de le bilan carbone, faire juste une analyse des activités avant-après une IA, qui est un calcul, je pense, assez simple. Je ne sais pas, sur une activité, nous, on est sur l'inspection automobile, on peut avoir des déplacements, quelqu'un qui va sur place pour inspecter une voiture, et on peut remplacer ça par une personne qui est sur place avec son téléphone, fait une inspection, et est capable de transmettre l'information, ce qui va économiser l'aller-retour, l'essence, le fait que la personne, enfin, le calcul de bilan carbone, on va pas aller dans le détail, mais on peut économiser toute la partie de se restaurer, etc., etc. Et je pense que le calcul intéressant à avoir, c'est sur une même activité avant-après, comparer l'activité humaine, peut-être le temps qu'elle prend, versus le training, enfin le coût du training en carbone de l'IA et le coût de son utilisation. Et je pense que c'est le calcul le plus objectif qu'on puisse avoir pour évaluer l'efficacité avant-après d'une IA, d'un point de vue en tout cas co-responsable. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, on me rend compte qu'on vit à peu près la même chose, parce que c'est vrai que si je prends le cas du... Bon, sans faire de pub, c'est pas le sujet, mais si je prends le cas du PMU, où effectivement, donc on est un organisme de prise de pari, donc on a toute une activité évidemment très régulier, où on doit vraiment lutter contre différents principes. Donc nous, on utilise beaucoup l'IA, cette fois-ci prédictive, plutôt pour avoir du scoring client, donc détecter un comportement d'addiction et avoir vraiment cette aide auprès d'un parieur pour l'accompagner dans sa démarche de diminution, par exemple, du jeu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait difficilement faire à l'échelle humaine, puisque 400, 500 000 clients en ligne, on continue tous les jours. On ne peut pas avoir une personne qui va regarder un comportement. Donc là, avoir des modèles d'IA plutôt prédictifs, donc pour vraiment détecter des comportements, pour vraiment prédire aussi des comportements de jeu, faire des propositions de pronostics automatisés, pourquoi pas. Et même aussi, effectivement, sur l'empreinte carbone, on a tout un réseau de points de vente, à peu près 14 500 ou par là, points de vente en France. On a des commerciaux qui se déplacent aussi pour aider les partenaires et les points de vente à développer leur activité. Si on n'a pas aussi ces IA d'optimisation de parcours, d'aller voir le bon partenaire au bon moment en fonction de son activité, dans sa semaine, par rapport à ses propres enjeux, on va avoir un commercial qui va passer son temps sur sa route de manière presque pas productive, pas utile. Et donc là, c'est des principes d'optimisation de tournée, suivant des critères, suivant d'ailleurs une cinquantaine de critères différents. C'est quelque chose qui peut être très utile au commercial pour optimiser sa semaine, son mois, et à la fin, effectivement, l'aider à développer son activité. Mais c'est aussi optimiser son temps de travail, tout simplement, rentrer plus tôt le soir, dépenser moins d'essence. Donc c'est aussi un levier potentiel quand même si tout n'est pas vert, malheureusement. Mais c'est quand même un levier pour optimiser certains processus qui eux-mêmes par nature sont coûteux. Donc via de l'IA prédictive, même parfois générative, et j'ai plein d'autres exemples qui permettent d'améliorer l'empreinte carbone globale d'un processus métier. C'est pour ça que je le disais dès le départ, ce qui est important, c'est de le positionner dans le contexte de la mise en place de cette IA générative, c'est de calculer l'empreinte carbone globale du processus en question. C'est là où on va se rendre compte de l'apport ou de la dégradation de l'impact social ou énergétique. Et vous avez même un impact du coup social qui est je pense non mesurable ou de manière plus compliquée. Vous avez des startups comme IDA qui a été créée, je crois, l'année dernière, qui font la prédiction sur des stocks de tous les supermarchés, sur les pertes de fruits et légumes. Et c'est des secteurs dans lesquels il y a des pertes de manutention. En tout cas, c'est dur d'avoir des personnes qualifiées sur ces métiers-là. Il y a des pertes énormes, à la fois d'un point de vue économique pour les supermarchés, Carrefour, etc., mais aussi d'un point de vue produit. Je pense que j'ai pas les chiffres du gaspillage alimentaire, mais
je sais pas si vous pouvez m'aider, mais sur le gaspillage, pardon, sur le gaspillage alimentaire, on sait que les chiffres sont indécents. Et c'est le genre c'est une IA qui va à la fois remplacer la personne qui du coup n'existe pas parce qu'ils n'arrivent pas à la trouver, et à la fois tacler le sujet du gaspillage. Et s'il y a des places comme ça, et je pense qu'on est dans une société du tertiaire où il y a de plus en plus de métiers peut-être de manutention où il y a du mal à recruter, et on peut arriver grâce à des IA comme ça à faire le gap sur ces métiers-là par exemple. Ouais, et tu parlais du plan sociétal tout à l'heure, je trouve que le cas d'usage manque, il est un peu marrant. Donc, on parlait de l'usage des IA prédictives. Donc, nous, on a des opérateurs qui, du coup, analysent des voitures. Et pour vous expliquer un peu leur quotidien, donc, ils sont 1500, 2000 à traverser les États-Unis dans tous les États. Et eux, leur métier, en fait, c'est l'inspection de véhicules. Ils mettent leur tampon sur un état du véhicule, donc un rapport d'état du véhicule. Ce rapport, il est pris tel quel et envoyé en ligne. Et le véhicule est vendu probablement souvent dans la journée ou dans les 2 jours après, ça va très vite. Et si jamais il y a des dégâts qu'ils ont oublié de disclose, de reporter dans leur rapport, ils ont des pénalités sur leur salaire ou sur leur bonus annuel, et ci et ça. Nous, en fait, on revient au moment de la capture photo, parce qu'ils en prennent entre 15 et 20, et on leur dit, à tel endroit, il y a un tel dégât que vous n'avez pas mentionné dans le rapport, tel endroit, vous avez tel dégât que vous n'avez pas mentionné dans le rapport. Ce qui fait qu'en fait, il y a quelque chose qui se mesure assez bien. On a, je crois, 15 ou 20% de dégâts de plus qui sont annotés par les annotateurs, qui résultent en fait en moins d'oublis, donc moins de clients qui se retournent contre la plateforme, et moins de retenue sur les primes annuelles, enfin plus d'argent finalement, et je pense sociétal quoi. Je pense que c'est là où on est en plein sur la frontière entre ce qui est éthique ou pas. Ce qu'on peut imaginer, si on est une entreprise maléfique, de faire des prédictions sur quel type du coup d'inspecteur automobile risque de faire des erreurs avec, encore une fois, dans le cadre d'une entreprise un peu maléfique qui veut détecter entre guillemets les maillons faibles et essayer de les mettre de côté. Et je pense que c'est là que c'est important, et c'est un peu aussi la dualité Europe-US, Mistral OpenAI, être capable d'anonymiser la donnée et de faire, encore une fois, je pense que l'IA est un outil plus que quelque chose d'autonome. L'utiliser comme un outil et d'avoir des politiques et une vision positive et qui permettent de pas, qu'il ne soit pas déficitaire, négatif en tout cas pour l'utilisateur final, quoi. Malgré tout, là-dedans, si je me fais l'avocat du diable, finalement, il y a quand même des secteurs d'activité qui sont peut-être en souffrance ou qui vont quand même en pâtir. C'est effectivement, on oublie ou on n'y pense pas toujours, mais il y a tout un tas de métiers autour de, je sais pas, la notion de greffe, par exemple, ceux qui font de la saisie pour des comptes rendus, pour l'automatisation de comptes rendus, la génération de contenu, la traduction de contenu, par exemple, de manière un peu plus qualitative. Que là, effectivement, on se rend bien compte quand même que l'IA générative, pour le coup, dont le métier est de créer du contenu à partir d'un dataset, là, rentre directement en conflit avec ce métier-là. En revanche, ce qu'on a tendance à dire quand même chez nous, c'est finalement, ça ne va pas remplacer tant que ça un humain. En revanche, ce qui va remplacer un humain, c'est un humain qui ne sait pas maîtriser cette IA ou cette IA générative. Donc, nous, la phrase qu'on essaie de se dire, en tout cas, c'est effectivement l'IA ne remplacera pas l'homme, mais un homme qui maîtrise l'IA générative en remplacera un autre de manière peut-être un peu plus confortable ou productive. Ça, c'est vraiment, ça rejoint la notion d'outillage et de comment bien l'utiliser. Mais effectivement, il y a des secteurs où ça pose une vraie question quand même de pérennité du business. Encore que des acteurs comme le service client, je ne sais pas si vous avez vu les annonces sur Téléperformance, par exemple, qui a eu à un moment donné une baisse de son action en bourse sur l'arrivée des IA génératives. 2 ans après, en fait, il n'y a pas de sujet. Ils l'ont implémenté, ils l'ont utilisé, ils ont augmenté leur productivité et finalement, leurs clients sont extrêmement satisfaits et contents, et la boîte est encore là certainement pour 20 ans. Donc, l'idée, c'est de rebondir et savoir utiliser les moyens mis à disposition et pour, encore une fois, de le mettre au bon endroit. Et je pense que, pour le coup, c'est super intéressant parce que c'est un paradigme un peu particulier. Parce qu'on est dans un monde où, en tant qu'être humain, on a une courbe d'apprentissage qui est limitée. En tout cas, alors j'ai encore vu personne qui a 5 ou 6 ans soit capable de coder ou prendre la tête d'une entreprise de manière en réussissant. Et on est en même temps dans un monde où la technologie explose de manière exponentielle. Je pense que je suis plus jeune que certains dans cette salle, désolé. Et on a un peu cette question-là de exponentiellement, la technologie, ça explose et on a des capacités de plus en plus fortes. Et il y a un peu ce train-là qui est un peu difficile à prendre en route. Et c'est un peu la question de la régulation qui, elle aussi, je pense, est toujours un peu en retard. Enfin, il y a plein d'exemples d'un point de vue législation où on est toujours 5 ans, 10 ans en retard par rapport à ce qui est fait. Mais c'est un enjeu qui est ultra important et je pense qu'on peut
parler des actes. Enfin, j'en suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est ultra important que d'un point de vue étatique, européen, peu importe, il y ait des personnes qui réfléchissent à comment préparer les générations futures et former les gens sur ces aspects-là pour qu'il n'y ait pas de décrochage en fait. Que je pense qu'on peut vite avoir un décrochage entre les personnes justement qui utilisent ces outils-là, les comprennent et prennent le train, et les personnes qui en décrochent et qui peuvent vite être bloquées et avoir vraiment un gap, parce qu'on parle justement de ces IA génératives qui sont plus là pour attaquer les travails des cols blancs. Et je pense que c'est intéressant philosophiquement et d'un point de vue aussi sociétal de réfléchir à quelle direction on veut prendre et comment changer un peu la manière de voir les études et de voir les gens évoluer, l'éducation évoluer. Et au niveau justement de l'AI Act, hein, c'est donc la législation en tout cas qui est mise en application depuis 2024 sur la régulation de l'intelligence artificielle, mais c'est que en Europe. Donc ça va s'appliquer aux entreprises européennes, mais est-ce que du coup les entreprises américaines, elles, bon, je pense que ça va pas forcément respecter, de toute manière, je pense pas qu'il y ait des législations. Est-ce que ce sera pas aussi un frein pour les entreprises européennes, cet AI Act? Ou est-ce que c'est nécessaire quand même? En Europe, on a un truc qui s'appelle la RGPD. J'ai vu le terme exact de l'acronyme, c'est quoi? C'est régulation, gouvernance, protection des données, quelque chose comme ça, qui fait qu'on a une régulation qui est extrêmement stricte sur l'usage par des acteurs privés des données des individus. Il me semble que même, je crois que la catégorie exacte, c'est données qui sont identifiables. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est PII. Et j'imagine, j'étais quand même moins dans le domaine à l'époque, mais qu'il y avait les mêmes discussions sur l'apparition du web, le développement des grands acteurs comme Google, qui devient une entreprise absolument même massive, quoi, mais l'Europe va être à la ramasse, à bloquer les données, à demander l'autorisation pour les cookies, et en fait non, c'est simplement devenu un standard et c'est un droit. En fait, je pense que le monde numérique doit pas être dissocié du fait que c'est un endroit où il faut exercer, autoriser des droits aux gens, et le droit à l'anonymat, le droit à avoir le mot à dire sur ce qu'on fait ces données. C'est un peu tout ça l'enjeu de RGPD dans un premier temps, et aujourd'hui de l'AI Act. Et à la rigueur, bon, après ça dépend jusqu'où va l'Europe en termes de régulation, et ça va certainement pas s'arrêter là, mais là en l'occurrence, effectivement, que ce soit RGPD ou AI Act, pour le coup, je pourrais revenir après sur comment on le gère, mais c'est pas quelque chose de si mal que ça. Ce stade, l'IA Act n'est pas si contraignant que ça. Donc finalement, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les autres pays qui vont adopter un peu ce principe, parce que la question qui se pose derrière, c'est plutôt la propriété des données. Est-ce que j'ai créé une donnée? Est-ce que j'en suis propriétaire? Comment j'apprends sur cette donnée créée? Est-ce que je peux le faire d'ailleurs? Le droit à l'oubli associé à une donnée entraînée, comment est-ce que ça se passe? Donc, et la propriété des modèles. Et finalement, par rapport aux produits qu'on utilise en dehors de l'Europe, de toute façon, ils ont l'obligation de le respecter. Donc, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps où il y a des éditeurs qui effectivement se sont posés la question de ne pas mettre d'IA dans leurs produits. À un moment donné, des éditeurs comme, je sais pas, on va pas en citer 50, mais Salesforce, Microsoft, Apple à la rigueur. Apple, effectivement, se pose la question d'interdire certaines features pour l'Europe. Oui, au début, ça va être comme ça. À un moment donné, ils pourront pas non plus... Enfin, j'en sais rien, mais ça me paraît quand même incroyable qu'il se passe d'un marché aussi gros que l'Europe. Donc, je pense que c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Ça va effectivement freiner peut-être un petit peu une certaine partie de l'innovation. En tout cas, pas l'AI Act, c'est pas facile à dire, mais l'acte sur l'IA qui est sorti. D'autres comment dire, régulations sont en cours de discussion qui, là, pour le coup, seront plus contraignantes. Là, ça pourra poser question sur le frein. En tout cas, ce qui est important, c'est... Enfin, vas-y d'abord et puis je... C'est bon, tu peux faire. En tout cas, ce qui est par contre, vis-à-vis des entreprises, ce qui est important, c'est de le lire dès le départ. Nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on a essayé de suivre dès le départ, de le prendre en considération, de voir comment on allait se structurer en interne. Donc, dans une entreprise, comment il y a énormément de possibilités sur comment traiter l'IA dans une entreprise. Est-ce que je le décentralise dans 100% de mes équipes? Est-ce que j'en fais une entité centralisée pour vraiment adresser toutes les directions métiers et mieux le gérer, mieux le gouverner? Ça, en revanche, c'est une vraie question qui se pose, puisque derrière, ça peut totalement partir en dérive, et on peut perdre le contrôle finalement sur si on gère pas bien ses flux, si on gère pas bien ses contrats. Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'essaie de travailler, enfin, c'est pas j'essaie, c'est je travaille avec énormément de startups sur le sujet en fonction de nos cas d'usage. Typiquement, on fait des contrats dès la première discussion systématiquement pour bien vérifier, bien borner, par exemple, que toutes les données qu'on va envoyer à des modèles d'IA qui ne nous sont pas propriétaires vont être supprimées systématiquement à la fin de la prestation et ne sont pas utilisées pour entraîner un modèle a posteriori. Ça, c'est
c'est extrêmement important. C'est comment il le prouve, comment il le démontre, comment nous on peut le vérifier, quand on peut le vérifier, et comment on travaille aussi quand même en partenariat et en confiance par rapport à ça. Mais c'est vraiment comment on va se structurer. Et nous, typiquement, on a monté une cellule dédiée, donc voilà, une cellule intégrée à la cellule innovation pour vraiment gérer ces discussions avec les différents partenaires / start-up, et puis apporter une vraie réponse à chaque direction métier dans l'entreprise ensuite pour les accompagner presque individuellement sur la mise en place de ces IA pour leurs propres besoins, mais de manière maîtrisée et sécurisée. Pardon. Ça, c'est effectivement... et on a tout un tas d'IA du coup qui sont interdites au PMU, donc bannies, flux bloqué, usage interdit. Et d'autres, par contre, qui sont très utilisées, prônées, qu'on essaie de déployer le plus possible quand même. Pardon, je repars sur la régulation. Non Juste sur les IA autorisées et interdites, est-ce qu'il y a par exemple Mistral dans les autorisées et des gens américains dans les interdites? Oui. Ok. Cool. Non, pour partir un peu sur l'Europe et sur l'aspect régulation, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a la chance aussi d'être accompagné. Enfin, notamment récemment, il y a eu une commission en France sur l'IA. Et un des premiers points qui en ressort, c'est pas le fait qu'il faille contrôler l'IA, mais plutôt en fait donner l'opportunité aux startups ou entreprises en France de pouvoir utiliser ces outils-là, mais notamment en investissant dans les infrastructures. Et que ce soit Europe ou France, on a la chance d'avoir des institutions qui sont capables d'investir massivement et à perte, ce qui je pense c'est pas le cas, enfin, peut-être en tout cas à perte, mais a posteriori pour les fonds d'investissement aux US. Et c'est aussi une chance qu'on a d'avoir ces institutions-là qui peuvent être interventionnistes, mais dans le bon sens du terme aussi. Et qui je pense, saisissent du sujet très rapidement et qui sont au bout du jour là-dessus. Je reviens sur un point finalement. Le sujet, le point qui me pose le plus de problèmes finalement aujourd'hui, c'est pas tant ces actes-là, c'est finalement les IA en tant que telles. On parle d'IA générative encore, mais il y a certains quand même domaines d'activité où les hallucinations c'est un vrai problème, sont de vrais problèmes légaux et juridiques. Typiquement, l'IA dans les services RH, c'est quelque chose de très difficile puisque finalement, un mauvais conseil sur quelque chose de tout bête, mais le nombre de jours de congé, j'ai dit 6 et c'était pas 5. Est-ce que la personne va prendre ces 6 jours de congé et non les 5 et comment je contrôle ces processus, les données, comment je mets en place des processus de contrôle. Donc, il y a quand même des éléments où faut pas y aller tête baissée quand même. Et je dis ça parce que c'est un cas vécu là quand même, le cas de la partie RH. On en a d'autres sur l'IA. On a essayé de mettre de l'IA typiquement dans la gestion des contrats aussi, pour rédiger les contrats, pour les contrôler, les vérifier, les agréger, les compléter. Là, c'est pareil. Bon, évidemment, tout ça, c'est relu par des juristes, donc il n'y a pas tant de débat. Mais en revanche, le travail à faire à la fin, il est quand même... Il faut cette même expertise du juriste, il faut cette même expertise du service RH. Et là, pour le coup, ça peut découler sur de vrais problèmes légaux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à bien monitorer, bien structurer, bien gouverner en entreprise quand même. Bien, écoutez, niveau timing, on est bon. Je ne sais pas si Ewen et Jean, vous aviez quelque chose à ajouter sur ce qui vient de s'être dit ou... Non, pas particulièrement, mais s'il y a des questions, ça peut être rigolo. Voilà, c'est ça. On va passer du coup à la partie questions-réponses. Donc si jamais vous avez des questions sur ce qui vient de s'être dit ou sur la thématique dans sa globalité, surtout n'hésitez pas. Ouais, je vais repasser le micro. Pas trop compliqué les questions. Bonjour. J'aimerais savoir, d'après vous, quel est le principal frein actuel à l'entraînement des modèles IA génératifs, précisément? Est-ce que pour vous, vous voyez un autre frein en dehors des capacités des GPU? À quel but? C'est-à-dire, c'est un frein... Non, je veux dire en dehors des capacités des GPU. Est-ce que vous voyez un frein, c'est-à-dire des aspects qui empêcheraient? Moi, j'en ai un, peut-être pour lancer la discussion. C'est la qualité des données. C'est con, mais encore une fois, ça relève, ça remet en évidence qu'en fait, de toute façon, on peut faire n'importe quoi si la donnée en entrée n'est pas extrêmement propre et qualitative. La donnée en sortie ne sera pas extrêmement propre et qualitative. Donc ça, c'est un vrai frein parce que moi, je l'ai vécu sur les deux modèles qu'on a fait, sur le modèle qu'on a fait maison
qui nous a posé effectivement énormément de difficultés dans le computer vision, c'est vraiment avoir ce dataset d'entrée, d'entraînement de qualité sur donc des capacités vidéo, donc plusieurs images par seconde sur des heures de vidéo. C'est une complexité absolue puisque finalement à la fin c'est le coût de création de ce dataset. Et là où des entreprises américaines, justement on en parlait, ont parfois des milliers de personnes pour créer ces datasets, le coût il est là, hein, il n'est pas sur, enfin, il est là, il est aussi sur l'entraînement, mais la création de ce dataset, c'est un vrai frein, je trouve, à la création de ces modèles. Après, il y a le coût d'entraînement, évidemment, qui peut être aussi on y va, on n'y va pas, mais le dataset, c'est un vrai problème, en tout cas chez moi. Ouais, puis c'est un métier enfin, avoir l'expertise technique de construire le dataset parfait, c'est un métier du virtuose qui est même pas encore. Enfin, c'est pas un problème qui est résolu aujourd'hui, c'est des techno très nouvelles. C'est vraiment. Ouais. Et ouais, pour compléter, au-delà de la qualité du dataset, c'est l'accès au dataset. En fait, tous les LLM qui sortent aujourd'hui, ils sont là aussi parce qu'en fait, grossièrement, ils s'entraînent sur Internet. Internet est dispo et c'est simple d'y avoir accès. Bon, après, effectivement, il y a toute la partie sur comment traiter les données à l'intérieur. Mais on peut penser à des cas d'usage, que ce soit photo ou vidéo. Ça devient compliqué d'entraîner une IA, même si on a tous les GPU et du monde, enfin tous les fonds possibles. Il faut avoir la donnée brute, l'image, le texte spécifique à la base, et ça, c'est pas une mince affaire. Enfin, nous, on a la chance d'avoir été racheté par une entreprise qui a des centaines de milliers d'images. Du coup, c'est facile, on peut jouer avec, faire plein de tests, et quand il nous manque quelque chose, on fait ah ben tiens, on a la banque d'images qui est là-bas, on peut y avoir accès, c'est simple. Mais je suis sûr que vous avez plein de super idées qui pourraient être automatisées, des process automatisés par IA. Mais je pense que quand on se pose la question de OK, comment je fais pour avoir cette image, ce texte ou ces éléments-là de qualité, ça devient d'un coup plus complexe. On peut les avoir. Enfin, typiquement, les débuts de Monk, c'était aller prendre des photos dans la rue de voitures pour faire des tests et s'entraîner sur un type de voiture particulier. Et les ordres de grandeur, c'est on s'entraîne sur des centaines de milliers d'images. Je vous laisse aller faire des tours dans la rue pour faire des photos. Il y en a pour un peu de temps. Non, puis j'ai un autre cas d'exemple, effectivement, d'une autre entreprise avec qui je travaille de temps en temps sur les contrats. Typiquement, pour une IA dédiée au contrat, ça a été 2 ans de relecture de ces contrats, de mot par mot, puisqu'on est sur du caractère juridique, mot par mot, est-ce que c'est le bon mot, bon endroit? Non, c'est pas le bon mot, donc on refait un dataset, on l'améliore. 2 ans à 5 juristes. Ça, c'est considérable le travail. Et finalement, l'entraînement, c'est 1 semaine et demie, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le dataset, c'est 2 ans. Et puis aussi une dernière partie de ma question, que voyez-vous comme application de l'IA en application dans le domaine de la finance de marché? C'est pas mon domaine, mais peut-être. Bah, moi non plus. Mais en l'occurrence, si je parle pour nous, là, on est plus. Dans ce domaine-là, on l'utilise vraiment, pas vraiment dans la finance, mais finalement dans le caractère de l'IA prédictif, plutôt sur prédiction des revenus, des enjeux sur l'année. On utilise vraiment beaucoup ces modèles-là pour essayer de voir à l'avenir. Donc dans ce caractère-là, c'est de l'IA plutôt classique et ancienne. Dans le domaine de la finance en général, je ne saurais pas me prononcer non plus. Je pense qu'il y a énormément d'innovations possibles. Là, je ne maîtrise pas tant le secteur. Du coup, sur la finance, pareil, je ne suis pas un expert, mais je dirais sur l'aspect calculatoire, il y aura sûrement des innovations. Je penserai peut-être à la limite sur la perception de nouvelles données, de nouveaux paramètres qui peuvent influer éventuellement le cours de X ou Y action. Mais plus dans ce sens-là, si on arrive à avoir accès à plus de flux d'informations, prendre plus de paramètres. Voilà. Enfin, si demain je devais créer une IA pour essayer d'investir en bourse, j'essaierais de choper le plus d'informations possible et c'est peut-être les limites qu'ils ont actuellement. Oui. Merci. Ouais, alors si on voulait revenir sur le débat IA et écologie, donc du coup, est-ce qu'on peut imaginer en fait une évolution des économies d'énergie comme on a eu par exemple dans les années 80 quand on a fait évoluer les ordinateurs, par exemple? Est-ce que l'ordinateur quantique, il pourrait en fait amener quelque chose de plus écologique pour l'IA? Ou alors est-ce que ça va encore faire de la consommation supplémentaire, puisqu'on va amener plus de puissance, mais peut-être qu'on va l'utiliser moins longtemps, et donc du coup, est-ce que du coup, c'est peut-être une solution à l'écologie, quoi? Je dirais, il y a des IA qui font de la prédiction un peu sur la consommation énergétique de bâtiments.
Je dirais qu'on aura moins de pertes, entre guillemets, d'inutilisation, d'avoir des bâtiments allumés, etc. Mais effectivement, on peut avoir ce biais-là. Et je sais pas, du coup, si Ewan, tu avais une réponse. Ouais, les ordinateurs quantiques, c'est absolument fabuleux. Et en théorie, si ça réussit à fonctionner un jour, on est même plus sur des augmentations exponentielles comme la loi de Moore. Je ne sais pas si vous connaissez qui dit qu'on a une augmentation exponentielle de la puissance du nombre de transistors sur les puces. C'est pas un truc comme ça. Bref. Et du coup, là, on en rentre dans un univers complètement différent. C'est vraiment le nombre de qubits, du coup, quantique bits, augmente de manière, mais c'est même plus exponentielle. C'est incroyable avec la puissance de calcul d'un ordinateur. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à aligner, bon an, mal an, c'est une centaine de qubits. Donc, pour vous dire, une image, on peut l'approximer à 3 millions de bits. Voilà. D'octets, pardon. D'octets, et on a aligné, donc 3 millions d'octets, ça fait, je vais dire de conneries, 24 millions de bits. Et il s'avère qu'on a aligné 300 bits chez IBM. 800 bits, je sais plus, 1000. Voilà. Comment? Non. Après, Alors cette discussion en français, c'est moins drôle. La question, c'est est-ce que du coup l'ordinateur, ça sera comme on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire il va s'améliorer en termes d'économie d'énergie et des choses comme ça surtout. Savoir est-ce que toute l'évolution qu'on a eue depuis les années 80 en termes de réduction d'énergie sur les microprocesseurs, les ventilateurs et tout ce qu'on a, est-ce qu'on aura la même chose dans le futur et puis sur lequel on pourra faire marcher l'IA, quoi. probablement. La date de la consommation d'un ordinateur, c'est un débat qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. La consommation d'un ordinateur quantique est encore considérable. Donc pour le coup, on a encore, je sais pas un nombre d'années, parce qu'à chaque fois je pense qu'on se trompe là-dessus, on dit 10 ans, puis finalement des fois c'est 2, et l'inverse c'est vrai aussi. En l'occurrence, le débat, je pense que quand on a un vrai ordinateur quantique qui tourne, je pense qu'on se posera pas trop le débat à ce moment-là de la puissance de l'IA générative, mais plutôt de la cryptographie associée. Ça, c'est plutôt les phénomènes qui sont en question. Oui, ça va. Évidemment, si les traitements sont 1000 fois plus rapides, avec à peu près un ordinateur quantique versus un ordinateur classique, donc le temps de traitement sera amélioré, mais on aura encore besoin de plus de puissance parce qu'on va faire encore plus de choses, il y aura encore plus de données, il y aura encore plus de trucs. Là, faut déjà, si on se rend compte que, alors moi qui suis un peu plus effectivement anthropique, et donc le modèle Claude 3.5 a été 2 fois moins énergivore que le 3, et le 4 sera encore 2 fois moins énergivore que celui d'avant. Donc il y a des vraies promesses de gain énergétique qui sont faites. En termes de consommation, là plutôt sur la génération que sur l'entraînement, j'en sais rien, mais en tout cas sur l'usage, il y a quand même des vrais efforts qui sont faits et qui sont nécessaires parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus assumer les coûts au quotidien. Voilà. Donc comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, c'est le principe de réalité. Ça coûte, donc on doit revenir à quelque chose de moins énergivore. Le quantique, je pense que c'est encore, c'est un vrai débat, problème. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on a atteint la limite par rapport à un ordinateur qu'on a aujourd'hui en termes d'économie d'énergie, ou est-ce qu'on peut encore justement améliorer cette capacité de réduire l'énergie sur les GPU, les CPU Il y en a encore. Il y a encore de la marge. Oui. Enfin, il y a des gains possibles qui ne sont pas trop travaillés pour le moment parce que à coup de levée de fonds, c'est pas tant regardé en fait, sauf certains acteurs. Mais quand on rentre dans le détail, mine de rien, les modèles, je sais plus quel modèle j'ai vu l'autre jour, je crois que c'était Llama 3.1. En fait, finalement, ils ont réduit leur dataset de moitié en prenant la donnée de qualité, de plus de qualité. Donc finalement, l'entraînement a été plus rapide et finalement plus qualitatif à la fin. Donc il y a des leviers sur plusieurs angles. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la qualité de la donnée, l'architecture du LLM en tant que tel est aussi un vrai levier. Et justement, c'était le cas de Claude 4, ils font évoluer leur pattern d'architecture qui finalement nécessitera un entraînement beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus rapide, tout est relatif, mais plus rapide. Et donc, il y a encore des leviers d'optimisation possibles dans toute la chaîne. Ouais, je pense que surtout là sur les LLM ou tous les IA génératives, on est un peu sur une course qui sera le plus performant plus rapidement. Et quand on aura un plafond, on va se concentrer. On ne fait pas d'IA générative, mais ça se concentrera sur justement comment optimiser, comment faire de plus petits modèles plus efficaces. Et il y aura peut-être plus la question un peu produit de qu'est-ce que j'ai envie de faire à la fin. Là aujourd'hui, il n'y a pas vraiment c'est entre guillemets, c'est remplacer Google ou peu importe. Et quand tu auras vraiment une dimension produit et finalité, il y aura des choix intelligents qui seront faits parce que
Si jamais vous voulez faire je sais pas, quelque chose qui vous permet de vous répondre à vos questions sur je sais pas, les connaissances internes de l'entreprise, pas besoin d'intégrer dans le training 95% du dataset. Ça a été le cas, j'ai vu le cas il n'y a pas très longtemps, là, une boîte qui a pris un modèle d'IA génératif pour faire du speech to text. À un moment donné, j'ai dit, super, ça marche, mais pour faire quoi? Parce qu'à un moment donné, le speech to text, c'est un truc qui marche depuis un petit peu longtemps, assez longtemps, ça s'est amélioré. Mais finalement, il vaut mieux prendre un modèle, bon là on dérive en dehors de la question, c'est une digression, mais encore une fois, prendre un modèle très adapté, c'est économiquement 10 fois plus intéressant, ça sera aussi rapide et à entraîner. On le fait que sur de la voix, donc de toute façon c'est beaucoup plus rapide. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, le principe de la réalité va arriver et ça va. Je pense peut-être un peu comme Google, il va un peu y avoir un effet aussi où l'usage de l'IA va se professionnaliser avec connaissance peut-être un peu plus large de la puissance de calcul qui est nécessaire, du coup. Et alors que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, ça fait un peu boom et un peu sexy d'utiliser l'IA dans sa boîte et faire de la com dessus. Et un autre truc qui est aussi intéressant à regarder, c'est au fait les modèles l'IA consomme de plus en plus parce que les modèles grossissent. Donc est-ce que cette vocation de modèle à toujours plus gros va continuer? Le pape de Scaling Models Even Bigger chez OpenAI, qui s'appelle Ilias Sutskever, enfin je sais pas prononcer son nom, pas si longtemps que ça, c'était lui un des évangélisateurs de ce concept-là. Il est même revenu sur ses pensées il y a si longtemps, disant que peut-être finalement c'était pas la voie vers l'intelligence artificielle générale, pardon. Si lui le dit, on est probablement sur une tendance où on n'aura pas la même accélération dans les 10 prochaines années que dans les 10 dernières. Donc, voilà. Bonsoir. Alors j'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit par rapport au modèle de langage plus spécifique à des domaines spécialisés, au lieu d'avoir des large language models qui savent tout faire. Est-ce qu'au final, avoir plein de petits modèles qui sont spécialisés dans plein de domaines, au niveau environnemental, ça ne reviendrait pas au même d'avoir un seul grand modèle qui sait tout faire? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui. En théorie, c'est oui. Avoir un petit modèle qui consomme moins, qui est plus facile à entraîner, pourquoi pas. Et après, c'est juste, je pense, une question d'architecture et de qui le met en place et dans quelle entreprise, dans quelle structure c'est mis en place et à quel endroit du flow ce petit modèle est mis en place. Et ça demande, admettons, si on prend un cas de PME ou d'entreprise moyenne, et qui n'a pas forcément les ressources d'engager quelqu'un pour implémenter une IA spécifique, je pense que c'est un peu une histoire de bottleneck sur les ressources. C'est une question intéressante et je pense que c'est même pas l'ordre de grandeur quand on pose ces questions. Du coup, on se demande par exemple, c'est quoi un gros modèle généraliste? On peut penser aux modèles open source qui sont à 7 milliards de paramètres. On peut demander c'est quoi la taille d'un modèle spécialisé. Tu vois, un petit modèle spécialisé de vision, si on est raisonnable, on est à 10, peut-être 10 millions, 20 millions de paramètres. C'est-à-dire qu'il faudrait entre 50 et 100 de ces modèles pour évaluer un modèle de Mistral AI. Je suis pas certain qu'une boîte ait besoin de cette quantité de modèles-là pour, tu vois. Je vais dire exactement la même chose. La bonne nouvelle, c'est que ça se calcule quand même. C'est-à-dire que c'est facile de calculer quand même c'est facile. Ça se calcule assez rapidement la consommation énergétique. Je connais mon trafic, je sais à peu près qui sont mes utilisateurs. Normalement, je sais ce qu'ils vont en faire puisque c'est moi qui définis ce qu'ils vont en faire. Donc, ce coût, il se calcule, il est assez linéaire. Finalement, la puissance, ça se calcule assez facilement. Versus aussi un modèle général que je vais pouvoir utiliser. Donc, je suis complètement d'accord sur l'échelle 1 à 50. Ou même 1 à 100 suivant les types de modèles. Je pense vraiment qu'il y a un sacré écart. Et en plus, comme tout architecte qui se respecte ou tout product owner qui se respecte, ça se calcule avant. Donc on pense à son client, pourquoi on veut le faire, le big case à atteindre et à quoi ça va servir. Donc ça se calcule. D'accord. Mais c'est une très bonne réponse. Mais donc si c'est dans les entreprises qu'on utilise ce type de petits modèles, que tout est calculé pour éviter de faire énormément de modèles, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait des large language models qui ont de plus en plus de connaissances? Est-ce que ça veut dire que on n'aurait plus accès, le public n'aurait pas accès à un modèle aussi grand? Comment est-ce qu'on pourrait faire si on veut faire? Ça veut dire que pour chaque tâche qu'on devrait faire, on devrait accéder à un petit modèle? Ou comment est-ce que vous le voyez? Pourquoi on se dirige vers ces large language models? Parce que c'est peut-être, si on le replace
dans l'histoire de l'humanité, on est sur une quête folle, peut-être pas la plus folle, mais elle est folle. On s'approche peut-être d'une vraie intelligence synthétique. Et les implications sont terribles, tu vois. C'est un super cerveau que tu as sous la main. C'est ça qu'on a aujourd'hui en fait. Mais il est encore super cerveau. Voilà pourquoi on y va. Après, tu as besoin de modèles précis, experts et contrôlables. Et il y a des choses qui se contrôlent, qui sont expertes et qui sont précises. C'est bien les mathématiques et les modèles de prédictifs sont des approximateurs statistiques, tu vois, au fond. Et ça, c'est des objets qu'on connaît, qu'on maîtrise. Ce qui n'est pas le cas des modèles génératifs. D'accord. Bah, puis il y a l'effet nouveauté aussi quand même. Enfin, c'est génial, c'est super pratique, on est feignant. C'est tellement simple. En fait, effectivement, là, pour le moment, moi j'utilise, en vrai, on va pas se mentir, j'utilise effectivement, pas ChatGPT, mais plutôt les modèles anthropiques tous les jours pour générer ma documentation, la rebrander, la reformuler, améliorer, rajouter des schémas, traduire les schémas. Je m'en sers tous les jours parce que ça me fait gagner des heures de travail, Donc, il y a l'aspect textuel et génération textuelle, effectivement avec des modèles très spécifiques. Moi, typiquement, ça ne m'intéresse pas d'avoir dans un seul et même modèle, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas le besoin, d'avoir un seul modèle qui va me générer 3 photos en même temps que me générer le texte et puis me générer une vidéo à la fin parce que c'est cool. Je vais travailler, je suis sur une rédaction documentaire, je vais travailler mon texte et puis si je veux générer une super image à un moment donné, je vais avoir un modèle spécifique pour générer la meilleure image du truc, mais ça ne me gêne pas de l'avoir à côté. Ça ne me dérange pas d'utiliser 3 modèles pour 3 besoins différents plutôt qu'un seul qui va me générer un titre super avec le chapitrage, 3 images dedans. Moi, j'en ai pas le besoin et je suis pas sûr que ce soit un vrai blocage. En tout cas, par contre, c'est vrai que par fainéantise, avoir le même tout intégré, je vais faire un prompt au même endroit pour générer et l'image et du texte. J'ai pas besoin de switcher d'outils, j'ai pas besoin de machin. C'est de la simplicité d'usage, ça c'est vrai. Et beaucoup d'entreprises se développent sur la simplicité d'accès aux outils. Et c'est là-dessus que ça surfe en fait. C'est la simplicité d'usage et ça c'est vrai, c'est indéniable. Avoir le modèle qui sait faire le plus de trucs possible, c'est une garantie pour l'entreprise de capter un client partout, tout le temps, au même endroit et de le capter, de le conserver. C'est une logique économique de conserver son client, de le fidéliser, de le fédérer. Et effectivement, je pense que c'est un des arguments, c'est d'avoir le meilleur modèle le plus général possible. Et du coup, pourquoi aller ailleurs si j'ai tout au même endroit? Merci beaucoup. Et ouais, peut-être, pour terminer aussi, je pense que tu pensais peut-être à l'aspect grand public, si jamais il y a un modèle génératif global, si jamais on veut faire des petits spécialisés, peut-être que simplement ils ne changeront pas leur interface, mais il y aura des modèles spécifiques derrière. Et je pense que les IA génératives sont bonnes dans plein de domaines, mais peut-être pas assez bonnes pour des domaines très spécifiques. Et c'est là où il y a besoin de faire du training. Et souvent, sur de l'aspect légal, etc., tu donnais l'exemple du training que vous avez fait 2 ans pour faire un dataset, pour avoir vraiment quelque chose de... pixel perfect, c'est pas le terme du coup, mais je sais pas ce que vous suiviez, mais d'avoir quelque chose d'assez bon pour que ça parte en prod. Et je pense que c'est là le gap pour avoir des modèles experts sur des sujets particuliers, c'est qu'il faut rajouter un peu de travail dessus. Mais finalement, moi, je trouve que là-dedans, la plus grande révolution, c'est même pas, ça c'est un avis personnel, mais c'est même pas encore l'IA générative, je suis même pas expert. Ce que je trouve le plus impressionnant, c'est les agents. Les agents qui viennent en surcouche, enchaînement de modèles, enchaînement d'actions, interactions. Ça, je trouve ça dingue. Et je suis complètement d'accord. En fait, finalement, il y aura peut-être derrière un super agent d'enchaînement de 14 mini-modèles qui vont se contredire, se compléter, revenir en arrière, contrôler, machin, etc. On va pas le savoir. Et nous, c'est ce qu'on commence à faire finalement, c'est d'enchaîner effectivement ces traitements pour vérifier que la donnée générée n'est pas un problème par rapport à machin. Ça, j'y crois effectivement beaucoup plus que les grands modèles qui vont savoir tout faire. Je serais plutôt, en tout cas techniquement parlant, je serais plutôt partisan d'aller vers un pattern mini-modèle enchaîné avec des agents et des actions que le gros modèle qui sait tout faire. Les agents, je pense que c'est vraiment le truc à suivre. Super, merci beaucoup. Mais sinon, vous pouvez, comment dire, la soirée continue. Et merci beaucoup, en tout cas, c'était passionnant. Merci.